mesures pour le financement des entreprises innovantes. Il n'y a pas une seule mesure. Parce qu'il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lignes de financement pour certains types d'entreprises que l'on va mettre en place auprès d'un certain nombre de banques. Ces lignes de financement, d'abord je parlais du secteur technologique, vont avoir des comités de sélection des projets. Si vous avez un projet, vous venez l'exposer devant un panel composé de chefs d'entreprise expérimentés, sans doute, comme je l'ai dit, avec un, maximum 2 représentants de l'État, généralement un, qui vont écouter votre exposé, voir votre projet et décider effectivement si vos besoins besoins de financement peuvent être pris en charge sur la ligne de crédit qui sera ouverte auprès des banques. Et donc ça, c'est le premier mécanisme de financement, passer par les banques. Mais il y a également des financements qui vont passer par ce que nous avons dit tout à l'heure à propos de la SNI. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, parce que tout dépend de la taille du financement. Il y a des entreprises, vous avez parlé de 20 millions, si j'ai bien compris. Bon, voilà. Ça, c'est des microfinancements, en fait, à l'échelle d'un État où ce sont des microfinancements. Donc ça va passer peut-être par le canal des banques et autres. Mais si vous voulez maintenant monter une entreprise d'une certaine taille, qui a un certain niveau de capitalisation, et demande dès le départ, par exemple, des milliards, c'est pas par ce mécanisme-là qu'on va nécessairement financer. On va voir si on finance par la Société nationale d'investissement, qui d'ailleurs a l'avantage, en plus de financement, de vous apporter sa garantie. Parce que si des partenaires, même étrangers, savent que vous êtes en train de monter une entreprise dans laquelle une entreprise publique, une société d'État, voilà, prend des participations, ça apporte une garantie pour l'opérateur extérieur. Donc ça, c'est également un mécanisme de financement. Je pense que tout le financement ne pourra pas être public, bien entendu, parce qu'il y a aussi des financements privés. Et ce n'est pas à l'État de les organiser. Je crois que le privé sait très bien comment gérer son argent et très bien comment le gagner. Nous avons vu, par exemple, qu'il y a eu pendant une dizaine, une vingtaine d'années, les MC2 qui sont devenus maintenant les MUFID, je crois. Les MUFID, voilà. Ça aussi sont des mécanismes de financement qui vont très bien avec le niveau de financement dont vous parlez tout à l'heure, par exemple de 20 millions, peuvent trouver effectivement très rapidement auprès d'un MUFID un financement de cette hauteur. Bon, on peut y ajouter d'ailleurs d'autres, ce qu'on appelle les microfinances, qui ne sont pas forcément dans le réseau MUFID, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le réseau MUFID, mais qui font aussi ce genre de financement. C'est vrai qu'ils prennent moins de risques, ils sont beaucoup plus fragiles et tout, mais le MUFID c'est bien, parce que je crois que ce qu'ils essayent de faire, on m'a dit, ils ont réussi vraiment à mettre en place des réseaux de coopératives, parce que à la fin c'est ça. C'est des réseaux de coopératives qui permettent effectivement de recevoir plus facilement des financements, mais aussi de garantir plus facilement des financements. Donc, je résume, il y a les financements publics qui vont passer pour nous, pour éviter les coûts de structure, les coûts de fonctionnement, qui vont passer par les réseaux bancaires, pour jouer un peu le rôle que la banque des PME joue aujourd'hui, ou en tout cas est censée jouer aujourd'hui. Nous avons les financements qui vont passer par une société comme la Société nationale d'investissement. Et puis il y a des fonds, en dehors de ce que je viens de vous dire, nous avons des fonds qui dans notre programme, vous lirez quand vous lirez le programme 2025, il est dedans, il y aura un fonds pour l'entrepreneuriat. Et tous ces fonds mis en place par l'État, la mise en œuvre en réalité des mécanismes de fonctionnement de ce fonds sera assurée avec le secteur privé en grande partie, l'État étant là simplement pour surveiller et tout, parce que je continue de dire que je pense que le secteur privé ou bien les entrepreneurs du privé sont mieux outillés que quiconque pour valider un projet entrepreneurial. C'est le fonds spécial qui va coordonner l'ensemble des lignes de crédit que nous allons mettre en place. Donc, financement des entreprises de la tech et innovants, financement de l'agriculture, financement de la transformation des produits agricoles, c'est-à-dire financement de l'industrialisation, parce qu'on veut réindustrialiser et surtout porter à un autre niveau l'industrie au Cameroun. Donc il y aura une ligne de crédit pour financer chacune de ces filières. À l'approche des élections présidentielles de 2025, Maurice Kamto
figure majeure de l'opposition camerounaise, dévoile une série de mesures visant à restructurer le financement des entreprises, en particulier celles innovantes. Ces propositions, articulées autour de mécanismes diversifiés banques, Société nationale d'investissement SNI, coopérative MUFID, microfinance et un fonds spécial, ambitionnent de stimuler l'entrepreneuriat et de réindustrialiser le pays. Bien que ces idées reflètent une volonté de rompre avec les modèles traditionnels, leur faisabilité, leur cohérence et leur adéquation aux réalités économiques camerounaises nécessitent un examen approfondi. Mécanismes de financement, diversité et ambition. Kanto envisage un système hybride, combinant financement public et privé. Le premier pilier repose sur des lignes de crédit bancaire, gérées par des comités de sélection dominés par des chefs d'entreprise. Cette approche, en théorie, limite l'ingérence étatique et valorise l'expertise privée. Cependant, plusieurs questions surgissent. Le secteur bancaire camerounais, caractérisé par une aversion au risque et une concentration sur les prêts à court terme, est-il prêt à financer des projets innovants, souvent perçus comme risqués? De plus, la dépendance à des comités composés majoritairement de dirigeants expérimentés pourrait exclure des startups issues de milieux moins traditionnels ou dépourvus de réseaux d'influence. Par ailleurs, la présence limitée de représentants de l'État, un ou deux membres, soulève des doutes sur la transparence des sélections, surtout dans un contexte où le népotisme et la corruption ont historiquement entaché les processus décisionnels. Le second mécanisme passe par la SNI, destinée à financer des projets de grande envergure, dizaines de milliards. Quant aux mises sur la garantie étatique pour rassurer les investisseurs étrangers. Si cette idée s'inspire de modèles internationaux, comme les Asterisk Sovereign Wealth Funds Asterisk, la SNI camerounaise souffre d'une réputation mitigée, marquée par des soupçons de mauvaise gestion et de politisation. Sans réforme profonde de sa gouvernance, son rôle risquerait de reproduire des schémas d'allocation opaques, favorisant les entreprises proches du pouvoir. Kanto évoque une participation minoritaire de l'État, mais l'absence de détails sur les critères d'investissement ou les mécanismes de contrôle laisse planer un flou préjudiciable à la confiance des partenaires internationaux. Les propositions incluent également les MUFID, anciennes MC, des coopératives de microfinance présentées comme un modèle efficace pour les petits prêts, 20 millions de francs CFA. Bien que ces structures aient effectivement permis à certaines PME d'accéder à des crédits, leur succès relève souvent de dynamiques locales et informelles. Les généraliser à l'échelle nationale supposerait un renforcement de leurs capacités financières et managériales, surtout si elles doivent absorber une demande accrue. Kanto souligne leur résilience comparée aux microfinances non affiliées, mais il omet d'aborder les taux d'intérêt élevés et les risques de surendettement, problématiques récurrentes dans ce secteur. Le fonds spécial et la gestion privée, entre efficacité et opacité. L'idée d'un fonds spécial pour l'entrepreneuriat, coordonné par le privé sous supervision étatique, semble répondre à une logique de délégation compétente. Quant au A que les entrepreneurs privés sont mieux outillés pour évaluer les projets, un postulat discutable. Si le privé peut effectivement identifier la rentabilité, il pourrait négliger des secteurs stratégiques mais moins lucratifs, exemple, énergie renouvelable, éducation. De plus, confier la gestion à des acteurs privés sans cadre réglementaire strict pourrait favoriser les conflits d'intérêts, surtout dans un écosystème économique où les élites commerciales et politiques sont souvent interconnectées. La surveillance étatique évoquée paraît insuffisante sans mécanisme de reddition de comptes indépendants. Cohérence et adéquation aux défis structurels. La force des propositions réside dans leur volonté de diversification. Chaque secteur, tech, agriculture, industrie, disposerait d'une ligne de crédit dédiée. Cependant, cette sectorisation pourrait fragmenter les ressources, surtout si les fonds sont limités. Par exemple, financer simultanément des startups technologiques et des usines de transformation agricole exige des budgets considérables dans un pays où le ratio dette PIB avoisine les 45%. De plus, quand on n'aborde pas la question clé des infrastructures, une entreprise tech a besoin d'électricité stable et d'Internet haut débit, des défis majeurs au Cameroun où les coupures sont fréquentes. Sans investissement parallèle dans les infrastructures, les crédits accordés risquent de ne pas générer les effets escomptés. Un autre angle critique est l'absence de mention des inégalités régionales. Les régions anglophones, marginalisées et en proie à des conflits, bénéficieront-elles équitablement de ces financements? De même, les femmes entrepreneurs, souvent confrontées à des barrières culturelles, ne sont pas citées comme cibles prioritaires, bien que leur inclusion soit un levier prouvé de croissance inclusive. Astérisque comparaison avec les modèles internationaux et les politiques existantes. Kanto s'inspire visiblement de modèles tels que la Banque publique d'investissement française ou les Astérisques Venture Capitals astérisques américains, adaptés aux réalités locales. Cependant,
Ce système s'appuie sur des écosystèmes robustes, marchés financiers liquides, état de droit solide que le Cameroun ne possède pas encore pleinement. Par ailleurs, ces propositions contrastent avec les politiques actuelles, souvent critiquées pour leur centralisation et leur inefficacité. Par exemple, la Banque camerounaise des PME, mentionnée en filigrane, peine à répondre aux besoins en raison de procédures bureaucratiques lourdes. Kanto propose de la remplacer par des mécanismes décentralisés, ce qui pourrait effectivement améliorer l'accès au crédit. Cependant, il reste vague sur la transition entre anciennes et nouvelles structures, risquant une période de flou institutionnel point risque et opportunité, un équilibre délicat. Les opportunités sont indéniables, diversification des sources de financement, implication du privé pour plus d'efficacité, priorité à l'innovation et à l'industrialisation. Toutefois, les risques sont multiples. D'abord, la dépendance aux banques commerciales pourrait exclure les très petites entreprises, qui constituent l'essentiel du tissu économique camerounais. Ensuite, la SNI, si elle n'est pas réformée, reproduira des travers clientélistes. Enfin, le fonds spécial, sans transparence, pourrait devenir un outil de captation des ressources par des élites économiques. Un plan ambitieux mais incomplet. Les propositions de Maurice Kanto révèlent une compréhension des enjeux économiques du Cameroun, notamment la nécessité de soutenir l'innovation et de relancer l'industrie. Cependant, leur réussite dépendra de leur mise en œuvre pratique dans un contexte marqué par des défis structurels profonds. L'accent mis sur le privé est une réponse aux défaillances de l'État, mais il ignore les limites du secteur privé local, encore peu développé dans certains domaines. Pour être crédible, ce plan devrait s'accompagner de réformes institutionnelles, lutte contre la corruption, amélioration des infrastructures, d'une attention aux inégalités et d'une clarification des mécanismes de gouvernance.